Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTC. Bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information dont voici les titres. Des crispations à l'université, le SAES vient de signer des accords avec le gouvernement. La rencontre qui s'est tenue cet après-midi a permis des résolutions pour l'apaisement de l'espace universitaire et le respect des accords. Dans ce journal, on a invité le ministre du Travail qui nous en dira un peu plus. Sinor, fleuron de l'industrie de l'huilerie, connaît quelques difficultés, d'où la sonnette d'alarme tirée pour relancer le secteur. Notre reporter Aline Barakan s'est rendu à Diourbel, au cœur du Baol, pour recueillir les attentes sur les investissements nécessaires pour relancer le secteur. Dans ce journal, nous allons entamer une série de reportages consacrés au consommé local. Dans le premier jet, nous allons faire l'état des lieux, puis nous allons nous appesantir sur le consommé local, axé sur la production alimentaire locale. Tout d'abord, je vous signale que le président de la République a reçu cet après-midi le président directeur général du groupe Tata, une visite de courtoisie qui a permis à Noël Tata d'explorer avec le chef de l'État les possibilités de coopération. Le groupe Tata est prêt à apporter son appui pour la mise en œuvre du PSE, notamment pour le volet transport. Noël Tata que nous écoutons. As a group, we are looking at the investment opportunities in Senegal. C'était une visite exploratoire auprès du président de la République pour comprendre la vision 2030, le plan Sénégal émergent et comment le groupe Tata peut être utile au Sénégal. Really an exploratory trip when we came to understand. Le groupe Tata a déjà une connexion avec le gouvernement du Sénégal dans le domaine des transports et le groupe Tata est très habilité à appuyer le gouvernement du Sénégal dans le domaine des transports et dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et s'il y a une demande de l'État du Sénégal, ils seront présents. Autre audience, celle-là que le président de la République a accordée au Khalif de Bambilor, Thierno Amadou Ba, est venu remercier le chef de l'État pour son appui à l'organisation de la 23e ziara de Bambilor dédiée à son père. Le marabout préside également une ONG qui contribue au développement communautaire, à la promotion et à la protection des immigrés. Le directeur exécutif de l'ONG que nous écoutons. La visite aujourd'hui est une visite de courtoisie, mais également une visite de présentation, de gratitude et de remerciement en direction du président de la République Macky Sall. Et cette visite justement intervient après la 23e ziara annuelle de Bambilor, qui est consacrée en la mémoire de feu Thierno Djibi Ousmane Daouda Ba, qui est justement le père de Thierno Amadou Ba ici présent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une journée de recueillement et de prière, et cette journée a vu justement un appui de très haut niveau donné par le président de la République Macky Sall. Un appui en termes de représentation également, parce qu'il avait été représenté par une forte délégation du gouvernement, ainsi que des élus de la localité, de l'administration et des corps constitués. Et pour cette raison, le calife général de Bambilor a cru devoir venir lui dire toute sa gratitude. Et à cette occasion, des questions d'intérêt national ont été abordées, parce que, comme vous le savez, le calife contribue au développement économique et social de ce pays. Il a mis en place une ONG, Fawzi Wanadiati, qui contribue au développement communautaire, mais également à la protection et à la promotion des immigrés sénégalais, des Sénégalais de l'extérieur qui sont dans la diaspora. Et à ce titre, il fait de la diplomatie religieuse. Coopération énergétique entre le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Les trois pays avaient rendez-vous à Nouakchott. Objectif discuté du projet Banda, projet de production d'électricité à partir du gaz. La délégation sénégalaise a été conduite par le ministre de l'Énergie, Maïmouna Ndoye Seck, et ses homologues ont été d'ailleurs reçus par le président Mohamed Ould Abdelaziz. Nous écoutons le ministre à sa sortie d'audience et Vera Songwe, directrice des opérations de la Banque mondiale. Nous avons un projet autour du gaz de Banda qui consiste à installer une centrale qui va produire et exporter dans nos pays. Et depuis lors, depuis que la décision a été prise, plusieurs réunions tripartites ont été organisées.
Et je me réjouis que cette réunion soit la première qu'on ait eu à tenir au niveau de nos 3 pays. Donc on a commencé par la Mauritanie. Certainement les prochaines réunions vont se tenir soit au Sénégal, soit au Mali. Et le fait que nous soyons venus en Mauritanie nous a offert l'occasion de visiter les infrastructures. Nous avons eu l'honneur de visiter la centrale en construction de 180 MW, la centrale solaire qui est déjà en service et le projet de centrale éolienne de 30 MW en construction. Et tout cela ici nous rassure par rapport à ce que nous sommes en train de développer et nous permettra également de rassurer nos populations par rapport à ce projet de coopération. Nous pensons aujourd'hui que le plus grand frein pour le développement sur le continent, c'est l'énergie. Et aujourd'hui, comme a dit Madame la Ministre, la Mauritanie nous montre que nous pouvons partager, créer et générer cette énergie, la distribuer. Nous avons parlé aussi des lignes, des réseaux, des distributions pour le Sénégal et pour le Mali. Et nous pensons que Monsieur le Président a réitéré son support à ce projet. La Banque mondiale, le Président de la Banque mondiale garde ce projet comme un projet phare de coopération et d'intégration régionale et surtout de la réduction de la pauvreté. Cherfal, l'un des derniers anciens combattants sénégalais de la Deuxième Guerre mondiale, est décédé. Il avait pris part au débarquement de Provence en août 1944. À ce titre, il avait d'ailleurs reçu de la France la Légion d'honneur et décoré de l'Ordre national du Lion par le Sénégal. Cherfal avait 92 ans. Ses funérailles ont été organisées à Mbour, nous dit Alioune Badara Kane. Son dernier combat, il l'a perdu. Face à l'ange de la mort, quelle que soit la bravoure du combattant, on finit toujours par rendre les armes. Néanmoins, le preux soldat Cherfal a réussi à repousser l'échéance, et cela dès la Deuxième Guerre mondiale sur les meurtriers champs de bataille du vieux continent. Très jeune, Cherfal est incorporé dans l'armée coloniale. Avec ses frères d'armes, il contribue à la libération de la France sous occupation allemande après le débarquement de Provence du 15 août 1944. Le combattant Fall sera sur plusieurs fronts, Colmar, Belfort et Fréjus. 70 ans après, la France pour qui il a risqué sa vie et le Sénégal, sa mère patrie, lui ont rendu les honneurs. Chevalier de la Légion d'honneur et chevalier dans l'Ordre national du Lion, Cherfal est entré dans l'histoire du Sénégal. Leur mystique de la patrie, leur sens du renoncement et du dévouement et leur esprit altruiste doivent servir d'exemple et d'antidote à l'effritement des valeurs civiques. Honoré de son vivant par la nation, Cherfal, le petit-fils de l'illustre Khali Amar Fall, s'en est allé à jamais. Pour sa famille, la douleur est certes vive, mais plus qu'un réconfort, cet hommage de la République, c'est du baume au cœur. Le Sénégal n'a jamais abandonné ce digne fils. Il a tenu à l'honorer de son vivant. Cela témoigne de toute la considération que le président Macky Sall a de ses anciens. Et c'est un acte qui n'a pas été calculé. C'est en cela que le fait mérite d'être souligné. Après une vie bien remplie de 95 ans, Cherfal lègue à ses descendants des valeurs cardinales. Il nous a formés, il nous a éduqués comme un grand-parent. Mais nous sommes fiers, nous sentons un sentiment de fierté. Il s'est battu pour la construction de ce Sénégal et de la France et de la paix dans le monde. L'âme de ce brave combattant de la Deuxième Guerre mondiale est confiée à son créateur. Tel est le destin des hommes, mais ces hauts frères d'armes ne mourront pas. La nation reconnaissante ne faillira jamais à ce devoir de mémoire. Cherfal, l'un des derniers Mohicans. Cela fait des décennies que la promotion du consommé local fait son chemin. Il a fallu développer la recherche, parfaire la transformation, intéresser les femmes et surtout susciter l'engouement des consommateurs. Qu'est-ce que tout cela a donné aujourd'hui? Nos produits locaux ont-ils réussi à investir les marchés? Qu'en est-il surtout du riz local qui a fort à faire devant les riz importés fortement ancrés dans les habitudes de consommation du Sénégalais? Aram Dao nous fait l'état des lieux du consommé local. Si le consommé local devait se résumer à toutes ces opérations, quelque peu fastidieuses,
on n'en serait certainement pas là. Entre décortiquer, piler, laver, sécher, transformer, de surcroît à répéter l'action tous les jours, il y a de quoi réclamer un prêt à l'emploi. Il fallait, à partir du mil, du maïs, du niébé et d'autres spéculations, mettre au point des technologies de transformation par voie sèche qui permettaient d'avoir une farine de longue conservation. Quand je dis longue conservation, c'est une farine qui peut aller jusqu'à au-delà de 6 mois, entre 6 mois et 1 an de conservation une fois que ces produits est mis dans des sachets. 50 ans de recherche pour promouvoir les produits alimentaires locaux, c'est ce qu'il faut mettre à l'actif de l'ITEA, mis sur pied dès les premières heures de l'indépendance. L'Institut de technologie alimentaire a mis au point des techniques de fabrication et de conservation qu'il a fait bénéficier à des milliers de transformatrices. Il y a quelques années, quand vous alliez au niveau des supermarchés, vous ne voyez nulle part au niveau des rayons des produits locaux, que ce soit de la farine de mil, de la semoule de mil, du sangal, des confitures ou des marmelades. Le contexte a changé. Je ne citerai pas de grandes surfaces, mais aujourd'hui vous allez dans la plupart des grandes surfaces et des boutiques qui sont au niveau des stations, vous avez des rayons qui sont dédiés aux produits locaux. Je pense que ça, c'est un résultat qui est tangible. On ne peut pas, baser l'alimentation d'un pays sur l'importation. Comme le disait un de nos partenaires, c'est une question de civisme alimentaire. Le consommé local gagne du terrain. Ceux qui ont suivi sa trajectoire en savent quelque chose. Mère Anta Badiane a investi le secteur depuis les années 2000. Aujourd'hui, elle dit avoir plus de raisons d'y croire. Depuis quelques mois, vraiment, il y a un sursaut national. Les gens viennent, qui prennent par exemple de 5 kilos pour essayer, de 2 kilos. Là, nous faisons des sachets de 5 kilos, de 2 kilos, de même 1 kilo, qui essaient et qui reviennent prendre les sacs de 25 kilos. C'est les hommes qui viennent qui nous disent, donnez-nous le riz. Alors on leur dit, les femmes nous disent, il n'y a pas d'explication, elles vont préparer. Alors ça nous a fait vraiment plaisir et ça nous encourage aussi. Tout faire pour que ce sursaut national se ressente favorablement sur la balance commerciale est d'ailleurs une des missions assignées à la direction des petites et moyennes entreprises. La DPME travaille sur une stratégie déjà validée. Au-delà du consommé local, il s'agit de promouvoir le consommé sénégalais, concept plus englobant, plus arrimé au PSE. C'est d'augmenter de près de 75% d'ici 2035 la consommation au Sénégal des produits sénégalais et d'augmenter de 50% toujours à l'horizon 2035 les exportations sénégalaises. Ainsi, nous pensons que nous pourrons arriver à contribuer de façon effectivement significative à cet agrégat macroéconomique que le PIB et peut-être même atteindre ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire cette croissance à 2 chiffres. Le Sénégal a beaucoup à gagner dans la réduction des importations. Rien que le riz nous coûte 300 milliards de francs CFA par an. Des importations qui restent une énigme pour ces acteurs qui considèrent le riz de la vallée de loin meilleur. Il n'y a pas de produit, c'est naturel, bio. Et c'est ce que vous cherchez? Oui. C'est un riz qu'il y a 2 mois, 3 mois. Vraiment très léger, très propre, facile à digérer par rapport au riz importé. C'est du riz d'il y a 5 à 10 ans. Parce que là souvent, quand nous femmes nous disons riz parfumé, mais c'est un riz maquillé, nettoyé, parfumé, pour écouler ce riz. Poursuivre l'offensive, la sensibilisation et améliorer les techniques est pour tous ces acteurs le meilleur plaidoyer pour le consommé local. Les produits locaux ont aussi besoin de relever les défis de l'emballage et de l'étiquetage. Le nerf de la guerre, les financements, les acteurs les réclament aussi pour mieux faire face aux importations. Consommer les céréales locales pour soutenir le Made in Sénégal, un appel du chef de l'État, le président Macky Sall, suivi par beaucoup de Sénégalais. Certains ont investi dans la transformation de ces céréales et fruits locaux, alors que d'autres tentent de faire la promotion et la vulgarisation. Notre reporter Maïmouna Si s'est intéressé au rapport entre le consommateur sénégalais et les produits locaux. Bonjour Maïmouna.
Matinée ordinaire chez une militante du consommé local, Rokaya Solange Ndir nous invite à table pour le petit déjeuner. Tout est exclusivement sénégalais, du pain fait à base de nadio, courge en français, aux oranges et pamplemousse, en passant par le jus de fruits et la confiture. Tout est 100% naturel, sans oublier le célèbre quinqueliba. Chez Rokaya, le consommé local est plus qu'un slogan. Je suis entrée dans cette démarche-là. J'ai commencé en faisant mes courses au supermarché comme tout le monde à regarder les étiquettes, à regarder si c'était du Made in Sénégal. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de produits qu'on ne connaissait pas et qui peuvent tout à fait remplacer des produits importés qu'on consomme au quotidien, qui sont d'aussi bonne qualité et aussi bons pour la santé. Justement, parmi ces produits, il y a les jus de fruits locaux 100% naturels fabriqués par une Sénégalaise. Valérie Ndiaye valorise les produits locaux depuis 2007. Dans sa structure semi-industrielle, un personnel en majorité féminin à l'œuvre pour réceptionner la matière première bien de chez nous. Nous achetons la matière première un peu partout dans le pays. Parce que dans chaque région, il y a des fruits qui poussent. Par exemple, le dita, ça vient surtout des îles du Saloum et de la Casamance. La mangue aussi, ça vient de la région de Fatick et de la Casamance, un peu aussi de la Niayes. Le bouy, le tamarin, ça vient surtout de la région de Tamba, Kédougou. Gingembre aussi, surtout le sud. Donc voilà, on s'approvisionne un peu partout. Après 8 ans d'existence, elle tente de maintenir le cap et de relever le défi de la qualité malgré la faible capacité de production qui s'effectue encore de manière artisanale. Nous avons aujourd'hui une capacité de production de 2000 litres par jour. Voilà. Ce qui équivaut à peu près à 500 kg de fruits dans la journée. Ça peut varier. 500 kg de fruits, un peu plus, un peu moins, ça dépend des productions. Et ça dépend aussi des types de fruits. Le consommé local, c'est aussi les céréales, notamment le riz de la vallée. En réponse à l'appel du chef de l'État pour la production et la consommation du riz paddy, beaucoup de Sénégalais s'approprient le produit. Dans certaines familles, le tchéboudion est désormais fait avec le riz local. Presque tout le monde mange ça maintenant. Oui, c'est moins cher, tu peux économiser pour aller dépenser ça au marché. Et puis ça digère vite, quand tu manges ça, ça digère vite. À côté du riz, le mil gagne de plus en plus de place dans les habitudes alimentaires. Dans les foyers ou chez les vendeurs de coins de rue, les plats à base de mil sont très prisés, surtout les dimanches soirs. Et ce n'est pas Ramata Sall, célèbre vendeuse à la SICAP Amitié 2, qui nous dira le contraire. Elle utilise en moyenne 15 kg de mil par jour et reçoit des clients de divers horizons. J'ai des clients qui viennent de partout, des Sacré-Cœur, de Mermoz et des autres quartiers environnants. Un bol de lard fumant, du fondé ou du ngala, rien de mieux en cette période de fraîcheur. Je suis un client fidèle et pratiquement tous les dimanches, je me réveille en galach. Surtout moi j'aime bien le galach, donc je viens acheter mon galach pour moi et ma famille. Il n'y a pas meilleur aliment qu'un plat à base de mil le soir. Il renferme beaucoup de nutriments, mais beaucoup de personnes l'ignorent. Tous les soirs, je prends mon plat de lard. À défaut de me déplacer, j'appelle pour passer ma commande. Le seul hic dans l'utilisation des céréales locales, c'est qu'elles requièrent une certaine technicité dans leur préparation, du début à la fin. De plus, il faut bien nettoyer, amener au moulin avant de faire le hareng, ce que beaucoup de citadines ne savent pas faire malheureusement. Certaines de ces citadines dont Ramata fait allusion ont trouvé la parade en s'abonnant chez elles, mais avec la présence des projecteurs, elles sont en arrière-plan, préférant laisser en avant les petits ou l'employé de maison. La paresse de préparer le dîner, surtout les dimanches, c'est plus pratique de venir acheter ici, soit du lard, du fondé ou même du cacri. Elles font tout, c'est très bon et bien fait aussi. Pour une meilleure valorisation des céréales locales, le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère du Commerce, a récemment lancé un programme d'appui à la transformation et la consommation des céréales. La phase pilote a d'ailleurs démarré avec la Fédération nationale des boulangers du Sénégal pour l'introduction de ces céréales dans le pain et les viennoiseries.
Le consommé local, c'est pratique, mais c'est également sain. Demain, d'autres volets du consommé local dans cette édition, dans ce journal. À présent, nous parlons de la signature du protocole d'accord gouvernement-SAES. La page est maintenant tournée. Les négociations entre le gouvernement et le SAES ont abouti à la signature d'un protocole d'accord. Les deux parties se disent satisfaites de cet accord qui n'a laissé aucun point, nous dit Sénat Lunfal. Les visages sont devenus plus détendus. La page est désormais tournée. Après 2 mois de discussions, de propositions et de contre-propositions, le gouvernement et le SAES se sont finalement entendus. Un protocole d'accord entre les deux parties a été signé. L'Assemblée nationale s'est fortement impliquée dans la recherche de solutions. Si nous sommes parvenus à un accord, nous le devons à votre ouverture d'esprit. Le gouvernement a fait preuve d'une souplesse extraordinaire, d'un sens des responsabilités, d'une capacité d'écoute, d'une volonté de dépasser les problèmes qui ne méritaient pas de constituer un obstacle et d'un souci de mettre l'enseignement supérieur sur les rails et de faire en sorte qu'il soit le moteur de notre croissance économique. Aucun point n'a été laissé. La commission a revu la composition du conseil d'administration. Il y aura 7 personnels enseignants et de recherche, 3 étudiants, 2 personnels administratifs, techniques et de services, 1 représentant de l'Assemblée nationale, 1 représentant des collectivités locales, 1 représentant des parents d'étudiants, 3 représentants des chefs d'entreprise. Je suis fier d'appartenir à un pays comme le Sénégal, avec un gouvernement ouvert. Je l'ai dit, le gouvernement aurait pu s'arc-bouter en disant « Oh mais qu'est-ce qu'ils veulent ?» On a dit c'est cette loi, mais le gouvernement a été ouvert parce que le gouvernement a compris qu'il vaut mieux voter une loi consensuelle qui permette de mettre en route les grands projets du chef de l'État. Parce que quand même, quand on parle de, je me le répète, plus de 300 milliards, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, et donc il faut un espace apaisé pour le faire. Et je crois que le gouvernement a fait preuve d'ouverture. Un très bon accord selon les différentes parties. La revendication était une revendication qui demandait certes l'augmentation des enseignants dans le conseil d'administration, mais à l'arrivée, non seulement nous avons augmenté le nombre d'enseignants dans le conseil d'administration, mais nous avons augmenté le nombre d'étudiants dans le conseil d'administration, nous avons augmenté le nombre de parties dans le conseil d'administration. Nous avons pris les solutions que nous avons pensé être les solutions les meilleures pour notre université. Et en cela, je pense que nous avons créé les conditions de faire en sorte que notre université puisse se retrouver dans un espace social pacifié, pour que nous puissions à ce titre travailler dans un climat apaisé, rattraper le temps perdu et peut-être nous retrouver au niveau de ces différentes structures. Les contacts sont désormais rétablis entre le SAES et le gouvernement. La mise en place d'un comité de suivi sur l'application du protocole d'accord a été fortement recommandée. À présent, nous recevons sur ce plateau le ministre du Travail, Mansour Sy. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur le ministre, on vient de le voir, l'accord a été signé entre le SAES et le gouvernement. Est-ce qu'on peut pousser un ouf de soulagement pour l'apaisement de l'espace universitaire? Je crois que c'est un accord qui conforte toutes les parties. Monsieur le secrétaire général du SAES l'a rappelé tantôt, le gouvernement est ouvert, le SAES est ouvert, et nous avons pu bénéficier de la présence des députés. C'est vrai que les problèmes sont complexes, mais la décision de monsieur le président de la République de nous demander de faire du dialogue social le socle de notre intervention a porté ses fruits. C'est une première où on retrouve autour d'une table les députés, des honorables députés, des représentants des travailleurs et des représentants du gouvernement discuter dans les commissions techniques pendant plusieurs heures. C'est un accord qui tient compte de l'intérêt de l'université. Vous saviez, on l'a rappelé tantôt, il fallait trouver les meilleures solutions qui puissent nous permettre de faire en sorte que notre université puisse retrouver sa place. Et c'est d'ailleurs un accord qui revient vraiment à l'attente de toutes les parties prenantes. En tout cas, c'est un accord qui crée de nouvelles conditions. Nous nous sommes retrouvés et je pense que nous avons mis en place de nouveaux mécanismes que nous allons consolider
et qui vont nous permettre de pouvoir avancer dans ce cadre. Est-ce que les enseignants ont parlé du démarrage des cours à l'université? Je pense que déjà les enseignants, dès que nous avions mis en place des commissions techniques qui ont pris en charge leurs préoccupations, avec la contribution des députés, ils ont déjà manifesté depuis la semaine passée leur volonté en suspendant leur mot d'ordre, en disant qu'ils ne prennent plus de mot d'ordre de grève. Je pense qu'actuellement, la priorité actuelle des tâches, c'est de savoir comment faire pour rattraper le temps perdu. Et je pense qu'on y travaille, une nouvelle initiative et de nouvelles plateformes ont été mises en place. Je pense qu'aussi bien M. le ministre de l'Enseignement supérieur que M. le secrétaire général du SAES, dans leurs mots en conclusion, ont encore réaffirmé leur affirmation de pouvoir continuer à travailler pour qu'on puisse rattraper le temps perdu. Monsieur le ministre, la voie est trouvée, c'est la voie du dialogue. On entend les instituteurs, mais également le secteur de la santé. Est-ce qu'on peut s'attendre de votre part un peu des dialogues avec ces secteurs-là également pour apaiser? Je pense que déjà le gouvernement a déjà commencé à discuter avec le secteur de l'enseignement, le grand cadre. Et vendredi matin, Madame le ministre de la fonction publique a présidé en présence de M. le ministre de l'Éducation nationale et de M. le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan une séance plénière avec le grand cadre. L'appel que je veux donner, c'est que nous sommes confrontés à des problèmes difficiles. Le Sénégal est dans un monde complexe et les difficultés sont des difficultés qui s'opposent au niveau du monde complexe. Mais ce qui fait le génie sénégalais, c'est le dialogue social. Et le président de la République a décidé à ce que le gouvernement fasse du dialogue social le socle de son intervention. Que l'on fasse du dialogue social le socle des relations professionnelles. Et avec la création du Haut Conseil du dialogue social, le travail va se poursuivre. En tout cas, le gouvernement est ouvert. On va poursuivre les discussions avec les enseignants. On va poursuivre les discussions avec la santé. Mais je pense que c'est dans le cadre de la discussion qu'on peut arriver à trouver les solutions consensuelles les meilleures. En tout cas, aujourd'hui, ce qui s'est passé au niveau de l'enseignement supérieur, je pense qu'en poursuivant ce qu'on est en train de faire, ça trace vraiment la voie pour les différentes concertations à ouvrir dans ce cadre. Qui sera certainement entendu de l'autre côté. Monsieur le ministre, parlons à présent de la 39e session du Centre régional africain d'administration du travail, CRADA, qui va se réunir à Dakar demain. Est-ce qu'on peut savoir le choix de Dakar, c'est pourquoi? Je pense que les ministres du Travail, membres du CRADAT, qui aujourd'hui sont au nombre de 18, ont décidé de se retrouver lors de cette session à Dakar. Vous savez que le CRADAT a été créé en 1975 et c'est à partir de 1976 qu'il y a eu la première session. Donc on est à la 39e session et le Sénégal n'a pas abrité une seule des sessions du CRADAT. C'est la première fois. C'est la première fois qu'on le fait. Ensuite, le CRADAT pour cette session va vers un virage important parce qu'il va adopter un plan stratégique 2015-2017. Vous savez que le CRADAT forme les inspecteurs et les contrôleurs du travail, intervient dans le perfectionnement de ces cadres de très haut niveau, et met à la disposition des pays des experts et contribue à rassembler une documentation qui puisse permettre le partage des bonnes pratiques dans le cadre de l'administration du travail. Vous savez, Monsieur le Président de la République qui a décidé de faire des questions sociales ses priorités, ses premières actions ayant des actions très fortes dans le secteur, et a décidé même de renforcer les moyens de l'administration du travail, ne pouvait que nous instruire de pouvoir accueillir aujourd'hui pour la première fois le CRADAT. Je pense que le Sénégal est un grand pays qui fait des projets importants qui sont partagés avec les 18 pays membres du CRADAT et ce sera l'occasion d'échanger pour arriver à des solutions importantes dans le secteur. On peut être optimiste donc par rapport aux travaux de Dakar. Je pense que les travaux de Dakar, il faut être optimiste. Dès demain va s'ouvrir la réunion des experts pour le 17 et le 18 qui vont donc déblayer le terrain pour les ministres. Et la réunion ministérielle de jeudi sera présidée par Monsieur le Premier ministre pour montrer l'importance que le gouvernement accorde à l'administration du travail. Je pense que ça va ouvrir de nouvelles perspectives et ça va permettre de développer de nouveaux chantiers dans le domaine du dialogue social, dans le domaine du renforcement des capacités et donner de nouvelles compétences pour les personnels qui sont dans le secteur. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Le Sénégal engage un dialogue national en vue de l'élaboration d'une politique de promotion
de l'emploi des jeunes en milieu rural. Une discussion a été lancée ce matin entre le ministère de la Jeunesse, les partenaires institutionnels et le secteur privé. L'objectif est de promouvoir l'emploi des jeunes dans les chaînes de valeur agricole. Louise Bizarre. Et l'atelier est une étape décisive pour promouvoir une économie rurale moderne. L'agriculture, principale pourvoyeuse d'emplois pour les jeunes ruraux, constitue aujourd'hui un secteur clé d'amélioration des moyens d'existence de cette frange vulnérable. Donc c'est un sujet qui nous est extrêmement cher, qui nous est très important, pour la simple et bonne raison que nous voyons bien que, notamment dans le cadre du plan Sénégal émergent, nous avons deux leviers importants, deux leviers économiques pour permettre au Sénégal d'émerger, qui sont l'agriculture. Et ce levier déjà, nous l'accompagnons en accompagnant le ministère de l'Agriculture à travers son programme le PRACAS. Et un autre levier extrêmement intéressant qui est la jeunesse. Comment libérer le potentiel de la jeunesse qui est là, qui est présente, qui ne demande qu'à travailler. L'objectif des participants est de mettre sur pied une plateforme d'échange, d'expérience et de dialogue. Cette tribune a mobilisé des jeunes, décideurs politiques, élus locaux, membres du secteur privé et chercheurs. Il s'agit d'identifier les contraintes à la promotion de l'emploi des jeunes en milieu rural. Le monde rural constitue quand même un bassin d'emploi assez intéressant qui pourrait permettre d'installer beaucoup de jeunes. Dans le cadre de ce dialogue, naturellement, nous allons passer en revue les différentes contraintes liées à la formation, au financement, à l'accès aux fonciers pour essayer de lever ces contraintes-là et de se projeter dans des perspectives beaucoup plus heureuses pour les jeunes Sénégalais. Le ministère de la Jeunesse entend ainsi constituer une base solide de réflexion en vue d'élaborer une stratégie qui permettra de favoriser de manière inclusive l'emploi des jeunes en milieu rural. Nous voilà réunis dans le but d'engager un long processus de dialogue et de concertation qui permettra à terme de mieux cerner les opportunités et les contraintes liées à l'installation des jeunes dans le milieu rural. En parlant d'emploi, il est important de mettre l'accent sur l'autonomisation économique des jeunes. En tant qu'acteurs potentiels de changement et générateurs de richesses et services, les jeunes ruraux ne possèdent souvent que très peu d'actifs économiques. Pour changer la donne, un des aspects primordiaux demeure aujourd'hui la nécessaire intégration des jeunes dans le secteur agricole. Les habitants du quartier Djiringor de Ziguinchor ont reçu l'équipe de la maison de justice. Objectif de cette visite, échanger sur l'importance de l'état civil. Le processus de déclaration des naissances a été expliqué. Les jeunes du quartier, à travers l'association Enfants Protège Enfants, se sont impliqués dans la lutte, nous dit Kaltongé. Une audience foraine pour sensibiliser tout un quartier sur tout ce qui touche à l'état civil. Objectif, mieux comprendre les procédures de déclaration de naissance, un problème que les jeunes de la localité de Djiringor ont pris en bras-le-corps. Ils ont mis sur place une association dénommée Enfants Protège Enfants. On a constaté qu'il y a beaucoup de problèmes concernant les naissances parce qu'il y a beaucoup d'élèves ici, ils vont jusqu'en classe d'examen et pour faire de l'examen, oui, ils ne peuvent plus faire l'examen cause ils n'ont pas d'extrait de naissance. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire d'organiser cette conférence et pour mieux sensibiliser la population et montrer la voie aux populations et aux parents pour comment déclarer les enfants à la naissance. À partir d'aujourd'hui, nous sommes engagés à protéger la petite enfance en s'inscrivant au corps de la brigade des enfants pour la déclaration des enfants à la naissance. Dans cette lutte pour résorber le gap du fort taux d'enfants qui ne possèdent pas d'extrait de naissance, des guides d'information et des affiches ont été produits. À travers ces outils, la Maison de justice de Ziguinchor et ses partenaires, en collaboration avec les jeunes de l'association du quartier, veulent éradiquer ce phénomène. L'état civil est un problème fondamental ici en Casamance. Et nous ne cesserons vraiment de sensibiliser les populations sur l'intérêt de déclarer à temps vraiment les faits d'état civil. Et nous l'avons dit tout à l'heure dans l'exposé, avant un an, il est plus facile vraiment pour tout père ou toute mère de déclarer aisément son enfant
au niveau de l'état civil. dañ ci nemmeeku ci gox bi surtout comme ni muy amee ci gox yu bari ay faux ñoo xam ne dañuy jàng ba yegg ci Dans ce jàng bu quartier, sori comme ñu dans ne leen beaucoup seen d'autres, kayit on a baaxul. remarqué que les faux extraits de naissance sont nombreux. Donc ces rencontres permettent de sensibiliser et nous demandons aux autorités de nous aider pour que ce mal buñ ko soit wutalee kayit te kayit ba baax xëy na jafe-jafe yi nga xam ne nemmeeku nañ ko dootul amati. Après Kenya et Dirimor, d'autres quartiers de Ziguinchor recevront cette équipe pour des séances d'information sur la déclaration de naissance, du certificat de mariage et du certificat de décès. Nous restons dans la zone sud, précisément au Cap Skirring. La menuiserie, une activité jadis florissante et au ralenti au Cap Skirring, les touristes qui sont les principaux clients des professionnels de bois se font rares. Mais avec la décision du gouvernement de relancer le tourisme dans la zone, les menuisiers espèrent voir le bout du tunnel. Salut sec. Cap Skirring, une zone touristique avec ses hôtels, ses plages et ses campements. La localité très célèbre est devenue même la destination préférée des touristes au Sénégal. Mais à côté du tourisme, d'autres activités se développent. C'est le cas de la menuiserie. Ici, on trouve un atelier à chaque coin de rue. La menuiserie est assez développée parce qu'il y a quand même pas mal de boulot à faire. C'est un métier intéressant parce que la menuiserie est un métier très intéressant ici au Cap Skirring. Il y a des menuisiers qui ont fait ici plus de 10 ans. Je viens de Dakar et j'ai fait 7 ans. 10 ans, depuis 2007 on est là. Toutefois, l'activité jadis florissante est au ralenti. Au Cap Skirring, les touristes qui sont les principaux clients des menuisiers sont introuvables. Par jour, des fois tu gagnes rien. Nous gagnons peu par jour, parfois 5 000 francs. C'est vraiment compliqué. Mais ça va mal. Ici on fait comme on dit on se débrouille seulement et on gagne peu. Tout le monde pense que la menuiserie marche au Cap. Mais contrairement aux années précédentes, ces temps-ci le métier ne marche pas. Ce temps-ci il n'y en a plus quoi. En ce moment-là on se débrouille parce qu'on a un peu de boulot à faire parce qu'il y a des chantiers en route moi j'ai des copains qui ont des bâtiments. C'est grâce à eux qu'en ce moment-là je travaille. Vous voyez les fenêtres et tout. C'est ça qu'on est en train de préparer. Mais si ce n'était pas ça, cette année c'est catastrophique, en franche vérité, oui. La menuiserie est une activité qui devrait nourrir bien son homme au Cap Skirring. Dans cette localité, les menuisiers rivalisent d'ingéniosité. Et avec la volonté du gouvernement de relancer le tourisme en Casamance, cette situation serait bientôt un mauvais souvenir. Retour à Dakar, mais faisons d'abord escale au cœur du Bawol à Diourbel avec la Sinawor qui connaît quelques difficultés. Dans l'usine de Diourbel par exemple, la production est presque à l'arrêt. La concurrence étrangère et le manque d'investissement seraient à l'origine de cette difficile situation dans le Bawol. Ces difficultés de la Sinawor peuvent avoir des conséquences néfastes sur l'économie, nous dit Alioune Badara Kane. Un jour férié à l'usine Sinawor de Diourbel. Pourtant non, il s'agit bien d'un jour ouvrable. Ce calme plat en dit long sur l'état actuel de la Sinawor. Point d'activité, la léthargie est totale. La Sinawor vit des moments sombres. Du patronat aux ouvriers, l'inquiétude est réelle. La Sinawor de Diourbel est en pleine agonie. Ici, quand même, il fallait voir en période de collecte arachidière. Vraiment, c'était comme dans des ruches d'abeilles, quoi. Les gens entraient, sortaient, il y avait la joie, la gaieté, l'espoir et vraiment tout ce qu'il y avait autour de l'activité parce que les gens venaient, ils trouvaient du travail, mangeaient dans les graines parce que ça en fait partie aussi et vraiment avaient la joie de travailler ici parce que ça suscitait vraiment beaucoup d'espoir et ça faisait gagner beaucoup d'argent. Une situation presque incroyable. Dans un passé récent, la Sinawor était l'une des premières industries du Sénégal. Les gens venaient de partout pour trouver de l'emploi dans cette usine. 800 permanents travaillaient ici, sans compter les nombreux saisonniers. Aujourd'hui, l'usine ne compte qu'une 50aine de permanents. La descente aux enfers semble inarrêtable. Sur les raisons de ce déclin, les avis sont partagés. On a eu beaucoup de difficultés avec l'huile concurrente. Parce qu'aujourd'hui, notre grand problème qu'on a concernant la vente des huiles raffinées sur le marché, c'est la concurrence vraiment qui est, je peux dire, même déloyale. Parce qu'aujourd'hui, comment on peut comparer de l'huile de palme avec de l'huile d'arachide en termes de qualité? Moi, je ne vois pas quand même, c'est même pas comparable.
Maintenant, si on n'a pas assez d'arachide, quand on voit les récoltes de 2012, de 2013, ce sont des récoltes quand même de très mauvaise qualité. On n'a pas vraiment même pas 20% de nos activités en matière de besoins en matière première. Et maintenant, ces années-là vont nous suivre. Tous nos problèmes viennent de l'actuel repreneur. C'est pourquoi à plusieurs reprises depuis 2009, on a fait un mémorandum à l'État. On a attiré leur attention sur la gestion qui n'était pas vraiment ce qu'elle devait être, notamment sur les investissements dans l'outil de production, dans les usines, la collecte, comment elle doit être faite, l'accompagnement du nouveau repreneur qui devait se faire sur la filière, et que toutes ces choses-là cumulées font qu'aujourd'hui, la responsabilité du repreneur est incontestable dans cette situation de l'usine. Le diagnostic établi, des remèdes existent, même vieillissant, l'outil de production est encore intact, la relance est possible. Les atouts qu'on a, c'est la compétence de nos travailleurs, ensuite aussi la performance de nos machines. Aujourd'hui, l'huile Sénéor peut concurrencer même l'huile de cire au niveau de France. Donc aujourd'hui, en matière de qualité de produit, vraiment, on est impeccable. Ensuite, en matière de ressources humaines aussi, on est bien. Ensuite aussi, bon, moi je dis que du jour au lendemain, je sais que la Sénéor sera redressée. Les possibilités sont réelles et ceux qui sont là sont engagés. C'est pourquoi ces deux raisons additionnées à un appui que nous attendons de l'État aujourd'hui. Même pas reprendre, il suffit d'aider les usines à avoir un repreneur quand même qui veut travailler. Et nous sommes sûrs que dans les 2 ans, nous allons relever le défi. Cet optimisme pourrait peut-être relever le moral des Djourbellois. Dans la capitale du Baol, la fermeture de la Sénéor aura des conséquences désastreuses sur le plan socio-économique. Ce que nous voulons, c'est que peut-être l'État puisse apporter des solutions par rapport à cette situation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent dans l'usine Sénéor, des pères de famille, des responsables de famille. Donc moi je pense que aujourd'hui, c'est une situation qui ne doit pas durer, d'autant plus que c'est la seule usine qui se trouve à Diourbel. Il y a beaucoup de gosses, même je ne parle pas de gosses, mais des pères de famille. Des pères de famille qui travaillaient et qui aujourd'hui, malheureusement, comme nous le savons tous, sont tous au chômage. Les difficultés de la Sénéor ne laissent point l'État du Sénégal indifférent. Il faut réagir. D'ailleurs, le gouvernement a profité de son face-à-face avec la représentation nationale pour adresser des recommandations fermes aux repreneurs de la Sénéor. Où il poursuit son investissement, où il quitte. Mais l'État ne laissera pas la désorganisation de la filière. Nous nous opposerons à la division du patrimoine de Sunuor. Sunuor est en train à proposer la vente des 2 unités qui sont les unités de trituration, Lindiane et Ziguinchor, à 14 milliards à Copéol. Nous disons non. Malgré sa privatisation en 2005 dans des conditions fort désavantageuses pour l'État du Sénégal, la Sénéor reste un patrimoine national au regard de son importance dans la traite arachidière qui fait vivre des milliers de personnes. L'intervention du Premier ministre est donc salutaire. Aujourd'hui, l'heure est à l'union sacrée pour que la Sénéor puisse reprendre rapidement des couleurs. La commune de Médina Diokoul a été choisie cette année par l'ONG World Vision pour célébrer la Journée internationale de la femme, une occasion pour le partenaire de World Vision de doter davantage aux femmes de la localité de grands projets à fort impact économique que sont le développement des poulaillers villageois ou encore la valorisation de la production animale et l'aviculture, nous dit Lamine Touré. Même dans les profondeurs du monde rural, la femme ne cesse de faire l'objet d'une attention particulière. C'est le cas ici, dans la commune de Médina Diokoul, région de Kaffrine. Une localité qui a vu sa situation économique et sociale améliorée depuis l'arrivée dans la zone de World Vision. Vision mondiale, commune Diokoul, 33 villages. Nous ne remercierons jamais assez World Vision. Les 33 villages de la commune bénéficient d'appui en infrastructures scolaires, sanitaires et hydrauliques. Vision mondiale programmée pour nous célébrer. La journée d'aujourd'hui est l'occasion pour nous de rendre hommage à la femme, de l'appuyer dans ses efforts de développement, mais aussi de remercier World Vision pour son engagement à nos côtés. 33 villages, des milliers de femmes visées par un ambitieux programme d'autonomisation à l'occasion de la Journée mondiale de la femme
World Vision, en collaboration avec les bénéficiaires, a étalé projets et réalisations. Ils sont valorisation de la production agricole, sensibilisation pour le respect des droits de l'enfant, aviculture. Objectif, rendre la femme autonome. La femme occupe une place de choix dans nos stratégies, car étant plus proche de notre cible primaire, à savoir l'enfant, dont nous cherchons constamment le bien-être et une vie de plénitude. Pour ce faire, nous œuvrons à développer les moyens de subsistance des ménages et à renforcer leur résilience. Selon l'ONG Vision du Monde, 80% des revenus des femmes vont au foyer contre 40% seulement pour les hommes. Des chiffres qui mettent la femme au devant du développement. Des efforts soutenus sont déjà entrepris par le gouvernement dans ce domaine, avec notamment l'accès des femmes à la terre, au crédit et autres projets productifs. La délégation de World Vision et les autorités locales ont visité une exposition des femmes de la commune de Médina Diokoul. Plusieurs d'entre elles ont reçu l'appui de Vision du Monde pour le développement de l'aviculture villageoise. L'ASA, c'est l'association des Sénégalaises d'Amérique, a décoré 8 de nos compatriotes femmes qui sont illustrées dans plusieurs secteurs d'activité économique et sociale. Cette cérémonie est placée sous la présence de Maria Massar, ministre de la Femme et de l'Enfance. Le point avec notre envoyé spécial à New York, à Basso. Au moment où le Sénégal a fini de célébrer la femme, l'association des Sénégalaises d'Amérique fait l'honneur aux braves Sénégalaises de la diaspora qui se sont illustrés dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels, entre autres. Chères sœurs, à travers votre leadership et votre charisme, je salue la détermination et l'engagement de toutes ces femmes sénégalaises dans la diaspora. Votre contribution au développement économique, social de notre pays est remarquable. Partout dans nos foyers, dans nos quartiers, dans nos villes du Sénégal et partout ailleurs dans le monde, particulièrement ici aux États-Unis. Votre présence à cette cérémonie traduit certainement vos convictions pour un avenir de partenariat femmes-hommes dans tous les secteurs. 8 de nos compatriotes ont reçu leur distinction, tout comme Maria Massar, distinguée pour sa contribution à l'amélioration des conditions de vie des femmes. En langue nationale Wolof, au pays de l'oncle Sam, difficile de trouver les mots justes pour traduire la satisfaction de ces braves dames à l'endroit du président Macky Sall. Demandez aux femmes de quelque bord qu'elles se situent d'avoir toujours à l'esprit que la journée internationale de la femme ne doit pas être ponctuelle, mais permanente, en ce sens que la femme constitue un levier incontournable de tout dispositif de développement. Et on ne peut pas parler d'autonomisation sans penser aux femmes de la diaspora. Vous contribuez beaucoup à ce processus de développement économique et social. Merci encore une fois et tous nos encouragements. Au rythme des sonorités bien de chez nous, les retrouvailles ont été l'occasion de débattre des conditions des femmes autour du thème « Comment œuvrer pour l'autonomisation des femmes de la diaspora ». Les points de vue partagés ont impulsé un nouveau souffle dans l'effort de développement économique et social. Le conseil municipal de Agnam-Siwol a procédé à la remise d'un important lot d'équipements et de consommables médicaux aux structures sanitaires de la commune d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Ce matériel va aider à la prise en charge adéquate des malades. Selon le maire Farbangom, d'autres secteurs seront appuyés prochainement en vue de répondre aux sollicitations des populations au Mokalsoum Sal. Des produits pharmaceutiques, des équipements médicaux pour les 16 villages de la commune des Agnam. Un don du conseil municipal qui sera d'un grand apport pour le secteur de la santé. Les structures sanitaires de la localité ont vraiment besoin de matériel. C'est une nécessité, une priorité pour la qualité des soins. Il y a des cases de santé qui ont sollicité des lits en housse. Parce que par exemple, il y a un village à Danemayo, on a trouvé là-bas des lits où il y a seulement des matelas simples.
Et ils ont dit que vraiment, ils ont besoin des matelas ouches. Et le maire a dit vraiment c'est ça. Parce qu'on ne peut pas être dans des matelas, surtout si on est malade. Une enveloppe de 5 millions de francs CFA a été dégagée par le conseil municipal pour l'achat de ce matériel. Les districts sanitaires pourront ainsi mieux prendre en charge les patients. Suite à la tournée diagnostique dans les 16 villages que compte la commune des Agnam, y compris les 24 hameaux, nous avons eu à constater les contraintes liées à tous les secteurs, en particulier le secteur de la santé. Ceci n'est rien d'autre que la volonté du président de la M. Macky Sall pour un Sénégal émergent. Lors d'une tournée récente dans les zones les plus reculées de la commune, ces élus ont pu identifier les difficultés des populations. Il s'agit là d'une gouvernance de proximité pour mieux servir les administrés. Le ministre des Sports a remis une enveloppe de 20 millions de francs CFA aux équipes de handball et de volley du club Saltigué de Rufisque, des équipes championnes, chacune dans sa discipline, pour mieux préparer leur participation aux compétitions continentales. Le président de la République s'est manifesté de la sorte en guise de soutien. Youssouf Kaba. 20 millions de francs CFA, 10 pour chacune des deux équipes qualifiées. Deux équipes du même club, une performance considérée comme une suite logique au regard du palmarès de Saltigué dans le handball et le volley. Cette enveloppe contribuera à la préparation de la campagne africaine en perspective. Nous nourrissons l'espoir que de belles perspectives puissent se réaliser et servir de déclic au plan national. Ainsi, nous souhaitons que d'autres clubs puissent emboîter le pas à notre ASC. À l'association sportive et culturelle de Saltigué, qui est un club pluridisciplinaire, déploie beaucoup d'efforts dans la gestion de ces 6 sections sportives, à savoir le football, le basketball, le handball, le volleyball, l'athlétisme et la natation. La réception de ces deux équipes rentre dans le cadre de la politique de soutien que le chef de l'État accorde au sport en général. Je voudrais tout simplement préciser que cette audience solennelle a été organisée sur les instructions du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui nous a demandé de vous recevoir. Au-delà de notre mission, qui est d'accompagner le sport sénégalais, encadrer et d'être là pour accompagner les efforts, le président de la République a jugé nécessaire, comme il l'a fait avec l'ASC Pikine, il l'a fait avec le club de Ngor, d'accompagner les jeunes filles de Saltigué pour leur permettre en tout cas d'être dans de bonnes conditions de compétition, accompagner aussi les efforts que vous êtes en train de faire avec votre comité directeur. Les deux équipes devront s'envoler dans les prochaines semaines pour leurs compétitions respectives. Elles doivent honorablement défendre le drapeau national. Je vous invite à présent à découvrir une association de supporters, pas comme les autres. Il s'agit de Ale Casa, présent dans toute la région du Sénégal aux côtés de leur équipe phare, le Casa Sport de Ziguinchor. Ale Casa et aussi de toutes les rencontres de l'équipe nationale de football, René Léon Fonseca. Donnez de la voix jusqu'au dernier souffle. Jusqu'aux ultimes minutes. Ces inconditionnels de Ale Casa ne se lâchent jamais. Supporter, c'est dans leur sang et rien ne peut les en empêcher, même au but de l'adversaire. Nous sommes patriotes. Vous voyez, quand nous sommes au Casa Sport, on a la même ambiance. Quand on est en équipe nationale, toujours nous sommes les mêmes. Nous, on est toujours là pour ça. C'est ça notre force. On n'a aucun secret pour supporter. On perd, on gagne, nous on supporte toujours. Donc quand on vient pour ça, tu es obligé de supporter de bout en bout. À côté des hommes, les femmes jouent également leur partition. Pas question pour elles de se contenter des seconds rôles. Elles sont d'ailleurs en première ligne. Dans Ale Casa, c'est comme ça, nous on supporte les hommes avec les femmes, tout le monde supporte pour l'équipe, oui. On a l'habitude de le faire depuis des années maintenant. On prépare à la famille, l'après-midi on va au stade supporter notre équipe, c'est comme ça. C'est toujours comme ça ici et à Casamance. Quand on nous gagne, on supporte, hein. Nous on est comme ça tous les jours. Nous sommes des supporters à part entière. Pousser leur équipe nationale reste leur viatique. À côté du 12e Gainé, ces supporters de Ale Casa n'ont qu'une seule chose en tête, la victoire.
Ce soir-là, il était au rendez-vous. Un succès en toute fin de rencontre pour les Lionceaux, synonyme d'une qualification inespérée à la Coupe du Monde. Les casas des supporters exemplaires. À présent, direction le studio Mamadou Diop pour retrouver Koumba Diakhatemar. Bonsoir Koumba, c'est quoi le menu du magazine de ce soir? Bonsoir Alassane. Alors le menu de ce magazine ce soir, le bilan du premier tour du championnat d'Afrique des Nations juniors, qui est un premier tour qui a livré son verdict depuis hier. On fera donc un tour d'horizon des matchs de poule du CHAN U20. Et puis les demi-finales, on en parlera avec des déclarations d'avant-match des entraîneurs et autres joueurs. Et Alassane, ce soir, on a un invité. Il s'agit du capitaine de l'équipe du Sénégal, l'équipe nationale du Sénégal à la CAN 2000, ancien défenseur central des Lions, champion d'Afrique avec le Sénégal de beach soccer en 2009. Il s'agit de Cheikh Sidiba. Il sera tout à l'heure sur le plateau avec nous. On parlera du premier tour du CHAN, mais également de l'affiche ou des affiches des demi-finales de cette compétition, Alassane. Merci Koumba Diakhatemar. Rendez-vous est donc pris tout à l'heure, juste après ce journal. Au CHAN des moins de 20 ans, qui est certes un grand moment sportif, mais qui est aussi une aubaine pour certains Bourrois. Grâce au petit commerce, ils font de bonnes affaires durant cette compétition. Ibrahim Ndong. Jus de bissap bien frais accompagné d'un morceau de gâteau, la préférence de Amadou Thiam pour se désaltérer à la mi-temps. Comme lui, ils sont nombreux les journalistes et autres supporters à faire de même pro de ces vendeuses à chaque pause. Presque une habitude pour certains qui fréquentent le stade en cette période de championnat d'Afrique, des moins de 20 ans. Vu qu'il y a un peu du monde, si je sors, ça va me prendre un peu de temps. Bon, comme à côté, il y a des gens qui vendent des choses à manger. Bon, je me suis dit, bon, c'est mieux de rester là que de sortir, quoi. Ça va me permettre de gagner du temps et puis de remonter avant le début du match. Je viens me désaltérer pour la pause et je suis content d'avoir été attiré donc par l'achalandage. Très copieux et très garni, voilà, et très varié aussi. Un décor attirant, un menu croustillant. Les visiteurs ont déjà l'eau à la bouche avant même de mettre la main à la poche. Ici, le choix est multiple. Il y a poulet yassa, il y a kebab yapo, il y a sandwich viande, il y a sandwich poulet, il y a brochette de bœuf, brochette de hot dog, il y a brochette de merguez, il y a tout, il y a brique à l'œuf, il y a fataya, il y a crêpes sucrées. On rend grâce à Dieu, le CHAN nous a permis de développer notre petit commerce et nous apprécions vraiment le fait qu'une partie de cette compétition soit organisée à Hambourg. C'est une aubaine pour nous. Toutes les vendeuses ou presque parlent le même langage. Le CHAN fait bien leur affaire. J'ai constaté que les gens sortaient à chaque fois pour chercher à manger ou à boire. C'est par la suite que j'ai demandé l'autorisation de m'installer ici. Mais vraiment, les choses marchent bien. Mais il n'y a pas qu'à manger et à boire. Les clients peuvent aussi consommer sur place en écoutant de la bonne musique. Quand les gens se mangent, après on fait quelques danses pour les gens voir qu'ici, il y a du rythme. À la devanture du stade, le décor est presque identique. Les vendeuses qui n'ont pas la possibilité d'accéder à l'enceinte écoulent leurs produits à leur manière. Ibrahim donc qui n'a pas manqué de goûter pour nous. À présent, le site du champ de tir de l'école nationale de la gendarmerie d'Awakam a offert son cadre pour abriter la journée portes ouvertes dédiée à l'Association nationale des femmes reporters sportifs du Sénégal. Un public nombreux a participé à cet événement présidé par le ministre des Sports. Reportage Sanseyad Moulo. Dès les premières heures de la matinée de ce dimanche 15 mars, les responsables de la Fédération sénégalaise de tir et chasse avaient fini d'installer le décor devant permettre aux femmes reporters sportives, à toutes les femmes tout court, de se familiariser avec un pistolet ou un fusil. En fait, Moumoudouba a voulu allier l'utile à l'agréable. Je pense que c'était normal de leur dédier cette journée, compte tenu de ce qu'elles font comme travail.
Vous savez, le métier de journaliste est très compliqué. Ça, je pense que je ne t'apprends rien du tout. Et quand c'est à la femme reporter qui évolue dans des milieux quelquefois hostiles et difficiles, mais on ne peut que véritablement les honorer. D'autant que cette journée a été rehaussée par la présence d'une femme exceptionnelle qui n'a rien voulu manquer. J'ai toujours pensé que les armes c'était un problème. Et là je vois que ce n'est pas les armes en tant que telles, mais c'est un sport. Et c'est différent. Donc je crois que je vais m'adapter un peu et qu'on pourra avoir apporté le soutien qu'il faut. La femme magnifiée à travers les femmes reporters sportives, la Fédération sénégalaise de tir et chasse a véritablement réussi son coup. Avec ce qu'on a comme foncier au niveau de Diamniadio, il y a un projet important pour avoir un champ de tir qui répond aux normes internationales. Nous parlons tout le temps des difficultés de financement du sport. Mais ça doit commencer par ceux qui ont la délégation d'abord de pouvoir de l'État pour gérer ces disciplines. Et forcément, l'État aussi a le devoir d'être présent, d'accompagner. Et c'est beaucoup plus, c'est des relations extrêmement importantes si chacun joue sa partition. Et c'est ça que j'ai relevé, en tout cas, ce que le président de la fédération est en train de faire. Il fallait expliquer à l'assistance ce qu'était une arme, avec des experts rompus à la tâche avant les démonstrations, et tout un chacun de se familiariser de manière sympathique avec les armes. Les autorités administratives, militaires et politiques, en fait toute la composante de la nation était au rendez-vous, et c'était aussi l'occasion pour la fédération de gratifier les meilleurs tireurs de la saison 2014 et les partenaires et souteneurs de la structure fédérale. Seule fausse note, les femmes reporters de la RTS n'étaient pas présentes, mais c'est promis, Sansei Yadmolo, la prochaine fois, elles seront présentes. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h au Sénégal ou à l'étranger. Merci de nous avoir suivis, bonsoir.